Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au grand dialogue et toutes nos excuses pour ce léger retard. Aider les pays les plus vulnérables à s'adapter aux effets des changements climatiques, c'est l'une des priorités du Fonds vert climat. Le second dialogue structuré du Fonds se tient depuis hier à Bamako. La rencontre de haut niveau permettra aux acteurs africains de mieux s'imprégner des conditions d'accès au fonds. Et nos invités sur ce plateau, Lassine Koulibaly, représentant de l'Agence de l'environnement et du développement durable, Dr Ibrahim Togola, président du réseau climat au Mali et de Mali Fox Center, et Koularambaye Kouja Julien, point focal tchadien du Fonds vert climat. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Le Fonds vert pour le climat, c'est quoi concrètement et quel est son objectif? Nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Togola. Oui, bonjour. Fatim, merci pour l'invitation. Nous, du côté de la société civile, nous sommes très honorés et très heureux. Nous félicitons vraiment le gouvernement du Mali et à travers l'Agence pour l'environnement et le développement durable, Dr Lassina Koulibaly, pour vraiment d'abord ce grand effort qu'ils ont fait pour pouvoir convaincre le Fonds vert pour le climat d'avoir choisi notre pays à abriter ce deuxième dialogue structuré avec l'Afrique. Et donc, parce que ce Fonds vert climat est le plus grand fonds d'investissement pour le climat au niveau mondial, dans lequel notre pays organise avec toute l'Afrique. Et je pense que c'est important parce que ce n'est pas seulement pour l'Afrique. Je pense que Dr Koulibaly pourra dire en détail, c'est-à-dire ce que c'est fonds, mais surtout pour nous, ce qui est important, c'est qu'est-ce que l'Afrique pourra obtenir, c'est-à-dire de ce fonds, et qu'est-ce que le Mali pourra obtenir. D'accord, merci. Et M. Koulibaly, qu'avez-vous ajouté par rapport à cela? Merci d'abord à Studio Tamani de nous offrir l'opportunité de nous exprimer sur ce grand événement qui est le dialogue structuré du Fonds vert pour le climat avec l'Afrique. Aussi remercier les autorités maliennes qui n'ont ménagé aucun effort pour nous aider à l'organisation de ce grand événement. Il faut le dire, aujourd'hui, nous avons le secrétariat du Fonds vert, pratiquement plus d'une vingtaine de personnes qui sont arrivées à Bamako. Et on a une délégation de près de pratiquement tous les pays africains qui sont représentés, environ une centaine de délégations du secteur public, du secteur de la société civile et du secteur privé, pour discuter du Fonds vert pour le climat. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est le Fonds vert pour le climat? Le Fonds vert pour le climat, Dr Togola vient de le dire, c'est un mécanisme financier. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands mécanismes financiers de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est-à-dire que c'est un fonds qui est là pour aider les pays à faire face aux effets néfastes du changement climatique. Donc, à ce sens-là, le fonds intervient principalement dans l'investissement sur des projets qui servent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui sont la cause principale des changements climatiques, mais aussi à aider les populations au niveau, surtout les plus vulnérables, à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Et ça concerne nous, les pays en développement, pratiquement, on peut dire les pays africains. D'accord. Alors, et vous, M. Julien, qu'avez-vous ajouté par rapport à cela? En tout cas, merci, madame. Je voudrais très sincèrement vous féliciter pour l'initiative. En plein événement, vous avez bien voulu que nos téléspectateurs vivent en direct ce que c'est le Fonds vert et surtout ce dialogue structuré. Je vous tire chapeau pour cela et de l'initiative. Dans le même sens d'idée, je voudrais aussi remercier très sincèrement l'accueil dont nous a réservé le Mali, et aussi la préparation, la qualité de la préparation. Je pense que c'est le lieu aussi de tirer chapeau à tout un chacun quand un pays africain arrive à réaliser donc de tels événements. Je crois, Lassana Lassi souligne, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, le Fonds vert, c'est un mécanisme financier dont des Nations Unies qui est rattaché à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Je n'aime pas trop entrer dans les détails parce que quand je suis en face de public, je préfère toujours utiliser le mot simple et dans le langage plus simple pour faire comprendre les gens. Et donc, du coup, le processus, c'est un très long processus, mais jusqu'en 2010 à Cancun, nous avons eu ce feu vert-là. Et ces fonds, véritablement, comme il l'a souligné, c'est un fonds
qui doit permettre au pays de faire face aux effets du changement climatique. Et en termes de financement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le chiffre? Voilà, il est demandé au moins d'atteindre dans ces 100, c'est le chiffre que les gens emploient toujours, ça me fait peur, mais on est toujours très loin de la réalité, qu'on doit atteindre les 100 milliards de dollars par an. Et jusqu'à là, je pense que si on fait l'état de lieu, nous sommes un peu très loin de la réalité, mais nous espérons que c'est tout un processus. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez des ateliers, des lobbying, des plaidoyers se font. D'accord. Alors, M. Togola, pensez-vous que ce chiffre-là peut être atteint? Oui, bien sûr. Je pense que les chiffres pourraient être atteints et même dépassés parce que je dirais même aussi qu'on n'a pas le choix. Je suis optimiste par ma nature. Et d'abord, on parle aujourd'hui de 10 milliards de dollars. Mais je pense aussi, c'est ce que nous pensons venant de l'extérieur. À l'intérieur de nos pays, il y a énormément d'efforts qui se font. Je venais tout de suite avec Julien, j'ai dit, bon, on a traversé les grands marchés et il y a tous ces grands commerçants maliens qui font les commerces. Personne ne sait les chiffres d'affaires des grands marchés du Bamako. Et donc, au Dibidani et tout ça. Je pense que nous devons nous intéresser beaucoup à la mobilisation interne et comment nous pouvons capitaliser cet effort, comment nous pouvons mettre en confiance, c'est-à-dire ces acteurs du secteur informel, parce qu'au niveau de l'Afrique, qui sont extrêmement importants, mais aussi qui sont affectés directement et indirectement par les changements climatiques. Ça, c'est le défi de nos autorités, de mettre quel cadre nous pouvons mettre en place. Mais aussi, c'est le défi pour le secteur privé, la société civile et les secteurs privés. Parce que si nous arrivons, c'est-à-dire si nous voyons des pays comme l'Asie, comme l'Amérique latine, par exemple l'UE où le fonds est situé, qui est le plus grand secteur, c'est-à-dire des SMI au monde, parce que ça c'est la Corée du Sud. Il y a des entreprises de 2-3 personnes. Les Sud-Coréens sont les champions dans ça. Mais ces pays d'Asie du Sud-Est ont pu créer un cadre pour que les SMI, c'est-à-dire les secteurs informels, les petites entreprises, les toutes très petites entreprises, les moyennes entreprises, peuvent vraiment être accompagnées, structurées et vraiment être versées dans l'économie. Donc je pense quand on parle aussi des changements climatiques, nous parlons de beaucoup de pêcheurs, c'est-à-dire les gens qui font le poisson séché des Mopti, les gens qui font l'oignon dans Bajangara, les gens qui font le bétail, c'est-à-dire dans la zone des Ségou et le Sahel occidental. Tous ces commerces-là, comment nous pouvons créer, c'est-à-dire l'innovation et l'ingéniosité pour vraiment les comptabiliser et voir comment on peut avoir des projets pour répondre à leurs besoins et les amener à contribuer. Donc en ce moment, ça devient, c'est-à-dire va donner un poids très important, c'est-à-dire à l'Afrique et c'est-à-dire dans un pays agro-silo-pastoral comme le Mali, en disant voilà ce que nous faisons. Si nous prenons notre secteur, le coton, je pense que c'est dans les 600-700 000 tonnes par an. Je ne connais pas les chiffres, mais ça va faire quelques centaines de milliards chaque année et que le Mali fait dans les cas du coton. Aujourd'hui, on était en réunion, c'est-à-dire on a parlé de l'électricité. Le Mali dépense à peu près autour de 50 milliards, c'est-à-dire en matière de combustible et tout ça par an pour l'électricité, combiné avec le coton. Donc en faisant ça, en réfléchissant seulement sur les deux volets, énergie et agriculture, donc en disant voilà ça pourra être l'apport de l'État du Mali, donc ça peut être très important. Mais souvent, on ne fait pas cet exercice, on ne rentre pas dans ces détails. Je pense que ça, c'est le grand défi, c'est-à-dire que nous avons amené les secteurs privés, la société civile et vraiment l'État à faire des projets combinés pour aller maintenant vers le fonds vert. D'accord. Alors, M. Koulibaly, quelle est votre observation par rapport à la mobilisation interne? Au niveau du Mali, le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement et du Développement durable, nous avons commencé à réfléchir à la question depuis un bout d'état. Et on est en train de finaliser notre stratégie nationale de financement de l'environnement. Cette stratégie-là, ça va nous permettre d'identifier non seulement au niveau international quelles sont les sources de financement qui sont disponibles pour le Malien, si on veut lutter contre les changements climatiques ou l'environnement en général, mais aussi au niveau interne. Quel est l'effort que nous-mêmes, en tant que Maliens, nous pouvons faire pour mobiliser suffisamment de ressources pour lutter contre les changements climatiques ou pour sauver notre environnement? Dans cette stratégie-là, on est en train de voir, il y a
Aujourd'hui, il y a des taxes qui sont collectées au niveau de l'énergie, au niveau des carburants. Toutes ces taxes-là sont collectées, que ce soit dans la pollution de l'eau ou bien dans la pollution atmosphérique. Tout ça, il existe des taxes qu'on doit mettre en place qui peuvent nous servir. Parce que ce sont ces activités-là qui polluent l'environnement, qui contribuent au changement climatique. Donc, ça va de soi que la population qui est vraiment à la base de ça participe aussi à la protection de l'environnement, participe aussi à lutter contre ces changements climatiques-là. Et cette stratégie-là, nous allons la finir rapidement. Déjà aussi, on peut ajouter au niveau du Mali. Le Mali fait partie de l'un des premiers pays à mettre en place un fonds national climat. Nous sommes pionniers en la matière. Et ce fonds-là, ça finance déjà des projets sur le terrain. C'est déjà opérationnel. Ok, nous allons en discuter au cours du débat. Alors, Monsieur Julien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les critères d'attribution de ce fonds? Bon, je voulais, avant d'entrer dans les critères d'attribution de fonds, je pense que je voulais compléter une information qui est importante. Oui. Il faut se le dire, nous sommes à ce deuxième dialogue structuré du Fonds vert. Le premier a eu lieu à Cape Town. Aujourd'hui, nous sommes au Mali. Si nous sommes au Mali, je pense qu'il faut dire le leadership qui a primé jusqu'à pour aboutir à ce niveau. Je pense que c'est extrêmement important. Abriter un tel événement n'est pas facile. Donc, il faut saluer dans ce leadership-là. Maintenant, comme on l'a dit, il y a plusieurs fonds. Mais l'un des fonds qui intéresse aujourd'hui, qui attire les gens, c'est le fonds vert. Et ce fonds vert-là, dans les critères d'attribution, s'est focalisé beaucoup plus sur l'atténuation et sur l'adaptation. L'atténuation, quand bien même la SANA l'a su souligner, les pays africains sont très vulnérables aux effets du changement climatique. Nous émettons très peu de gaz à effet de serre. Malheureusement, nous subissons donc les effets du changement climatique. Et donc, dans les négociations que nous menons, nous prenons toujours l'adaptation parce que nous voulons nous adapter. D'où, dans les critères de répartition que vous allez voir sur ce fonds-là, 50% pour l'adaptation, 50% pour l'atténuation. Nous sommes partants pour l'adaptation parce que nous jugeons que c'est extrêmement important. Donc voilà les quelques éléments que je peux déjà vous donner en termes de critères dans le cadre donc de ces répartitions de ce fonds. D'accord. Oui, M. Togola, vous voulez réagir? Oui, il y a un petit détail souvent aussi que je voudrais ajouter, parce que par rapport au fonds vert, il parle, mais souvent je pense que c'est très important que nous y prêtons avec un oreille attentif, c'est la question d'additionnalité. Parce que c'est ce qui a fait que l'Afrique a presque raté les trains du mécanisme pour un développement propre, ce qu'on appelait les MDP, qui était aussi un des mécanismes de la Convention cadre, c'est-à-dire des Nations Unies pour le changement climatique. Parce qu'on attend par additionnalité, c'est-à-dire il faudra que d'abord le projet doit être un projet changement climatique, parce que beaucoup de gens, il faut se dire, dans nos pays, nous avons un grand défi qui est le défi ou bien le problème du développement. Et c'est ce qui explique pourquoi nous sommes beaucoup plus vulnérables que les autres. Les changements climatiques affectent autant la Norvège que le Mali, ou autant les États-Unis que le Tchad. Mais ce qui fait que nous sommes beaucoup plus vulnérables que ces pays, parce que nous avons un sérieux gap, déficit de développement. Donc, nous rend nos communautés et on est beaucoup aussi plus vulnérable en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc, il y a, dans ce cadre-là, si nous faisons des projets et les besoins, les pressions sont énormes, donc on amène toutes sortes de projets. Et donc, je pense que M. Koulibaly pourra en parler, mais ici, on parle des projets. Je voyais déjà M. Koulibaly discuter avec beaucoup de gens aujourd'hui pour leur dire, mais non, ça doit être un projet de changement climatique, où les gens pensent que beaucoup de problèmes environnementaux, beaucoup de problèmes de développement sont déjà des problèmes climatiques, alors qu'en réalité, au fond des choses, c'est avant tout autre chose. Donc, il y a comment cibler et d'abord et définir le projet que vous voulez soumettre. Donc, ça, c'est un élément important. L'autre élément, si vous soumettez ces projets, bon, il y a les questions de taille et tout ça, je laisse Koulibaly pour revenir avec les chiffres, mais il y a la question que vous devez, qu'est-ce que vous apportez vous-même pour venir compléter avec le financement
Donc je pense que, parce que les MDP, on disait, il fallait que le projet doit être bancable, c'est la condition, mais si le projet est bancable, il y a maintenant un élément qui manque dans les projets pour qu'ils puissent atteindre, c'est-à-dire clôturer les financements. Et c'est là que les MDP financent. Et c'est ça qui a fait que l'Afrique n'a pas pu avoir assez de projets comme les autres pays d'Asie et d'Amérique latine. Donc ici aussi, il s'agira de voir que ce projet, le fonds vert ne peut pas être 100% financer un projet. Donc il faut que vraiment il y ait d'autres financements qui doivent venir ailleurs. Donc je pense qu'il y a ces aspects d'additionnalité que nous devons prêter une oreille très attentive et aussi voir cibler nos projets pour que ces projets doivent être des projets avec la dimension changement climatique. Donc c'est ces projets-là qui doivent être des projets à soumettre. Donc ça c'est extrêmement important et c'est là aussi où peut-être un partenariat dynamique, État, société civile, secteur privé, pour pouvoir vraiment cerner cela et bien comprendre cela. D'accord. Alors, M. Coulibaly, M. Togola vient de soulever un peu la question. Est-ce que vous direz que l'Afrique a réellement compris le processus d'accréditation au niveau du Fonds vert? Je dirais bien sûr, parce qu'il y a déjà des structures au niveau de l'Afrique, au niveau des différents pays africains qui sont accrédités. Et déjà même au niveau du Mali, il y a vraiment un engouement pour l'accréditation parce que nous avons reçu vraiment des demandes spontanées qui nous sont parvenues non par appel d'offres, des demandes spontanées. Ça veut dire que déjà les gens ils sont au courant de l'information et ça les intéresse de s'acquérir de ce processus-là. Est-ce que tous sont ciblés sur le changement climatique? Oui, si on part à l'accréditation, en fait, il faut un peu expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'on entend par l'accréditation. Parce que déjà, le fonds vert pour le climat, il n'existe pas dans nos pays. Peut-être on ne l'a pas souligné au départ. Ils sont logés au niveau en Corée du Sud. Mais ils essaient d'intervenir dans les pays à travers ces entités-là, qu'on appelle entités accréditées. Ça peut être une entité qui n'a pas son siège dans ton pays. Par exemple, au niveau du Mali, il y a ce qu'on appelle les entités internationales, par exemple les agents des Nations Unies. La majorité des agents des Nations Unies au Mali sont accrédités, ou bien certains agents de développement, ils sont accrédités. Mais le fonds aussi a l'innovation là, c'est-à-dire donner la possibilité aux structures nationales d'avoir accès aux ressources du fonds. Mais concrètement, l'accréditation, ça veut dire quoi? On vient voir, c'est une structure qui prétend à l'accréditation. Le fonds veut voir sa capacité de gestion fiduciaire. C'est-à-dire, est-ce que cette structure-là a aujourd'hui, si on lui remettait de l'argent pour suivre un projet, la mise en œuvre d'un projet sur le terrain, est-ce que cette structure a la capacité de gérer concrètement l'argent selon les standards au niveau international? Est-ce que cette structure-là, aujourd'hui, a la capacité de faire le suivi environnemental pour s'assurer que le projet qu'on va mettre en œuvre sur le terrain ne va pas endommager l'environnement? Et si tel est le cas, comment on peut anticiper rapidement pour pouvoir mener des corrections? En fait, c'est ça l'accréditation. Et dans nos pays, au niveau du Mali, nous avons 3 structures qui sont déjà positionnées, qui sont déjà dans le circuit. Il s'agit de Mali Fox Center avec M. Togola, parce que nous pensons que les effets néfastes du changement climatique, ça se vit au niveau territorial. Au niveau territorial, et un des acteurs qui est très, très actif dans ce domaine-là, c'est la société civile. Donc, si Mali Fox Center, ou bien quand le Mali Fox Center va finir son processus d'accréditation, la société civile aura accès aux ressources du fonds à travers Mali Fox Center. Un deuxième acteur, ça c'est l'anicité. Comme je l'ai dit, changement climatique, ça se vit dans les territoires. Au niveau du Mali, l'agence qui est vraiment compétente en la matière aujourd'hui pour intervenir dans nos communes, c'est l'anicité, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Et ils sont dans le circuit, mais nous n'avons pas oublié le secteur privé. C'est pour ça que nous avons approché, ou bien nous avons été approchés par la BDM, qui est intéressée par le processus. Je pense que si on arrive à faire accréditer ces 3 structures au niveau du Mali, le Mali aura accès à tous les instruments financiers qui existent au niveau du Fonds vert et on aura la majorité de nos acteurs qui pourront avoir accès aux ressources du Fonds vert. Le processus suit son cours et nous espérons que vraiment ça va terminer très tôt. D'accord. Alors, M. Julien, M. Coulibaly vient de nous faire part un peu du processus d'accréditation au Mali et concernant le Tchad. Oui, madame, merci beaucoup. Je voudrais peut-être compléter ce que Coulibaly a si souligné. J'aurais aussi souhaité, puisque les gens nous suivent, nous avons parlé du Fonds vert climat.
comment ces fonds fonctionnent, comment ils sont organisés. Il faut qu'on sache d'abord l'ossature avant d'entrer dans les petits détails. Madame, excusez-moi, mais je pense qu'on va aller plus vite. Nous avons dit qu'il existe un fonds, qui est le fonds vert. Ces fonds verts interviennent au niveau du pays à travers des gens qu'on appelle des points focaux ou bien l'AND qu'on appelle Autorité nationale désignée. Que ce soit l'AND ou bien le point focal, c'est l'interface entre le fonds vert et le pays. Maintenant, dans la transparence de ce fonds, le fonds a exigé qu'il faut passer par des entités accréditées, c'est-à-dire une entité qui juge performant, capable. Et c'est à travers ces entités-là que le pays, à travers le point focal, peut échanger, soumettre des projets dont on a l'habitude de dire. Et maintenant, ce qui est important, dans le cadre du fonds vert, le fonds vert exige dans cette transparence-là que le fonds doit atteindre véritablement le pays et les bénéficiaires cibles. Et donc, du coup, les pays africains étant tellement en retard au point où, quand on prend une institution pour l'accréditer, nous avons une faible capacité de nos institutions. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, vous regardez quand vous comptez le nombre des entités accréditées au niveau de chaque pays, c'est très faible parce que leur capacité est infiniment inacceptable. Mais le souci du fonds vert, c'est véritablement que chaque pays dispose au moins d'une entité accréditée pour l'accès direct. C'est plus facile quand on envoie de l'argent. On renforce en même temps la structure locale sur tous les plans, puisque le changement climatique tel que nous vivons va être continu, il ne faut pas s'arrêter. Si nous disposons déjà de structures qui est capable, on aura déjà gagné une première lutte et la seconde va être la mobilisation des ressources. Et c'est dans ce souci-là qu'aujourd'hui, nous évoluons avec le fonds vert. Vous pouvez aller avec les entités accréditées qui sont des agences multilatérales comme le PNUD, la BAD, etc. Mais le souci, c'est d'avoir beaucoup plus des entités accréditées au niveau local. Ce qui est extrêmement important et c'est ça la lutte que nous sommes en train de mener. Un des défis majeurs pour les pays africains, c'est de faire de telle sorte que le pays arrive au moins à accréditer une ou deux de ces agences. La Sœur Coulibaly l'a souligné, vous avez 3 qui sont en circuit. Nous avons donc une institution depuis 1 an et demi. Je crois que le processus est aussi avancé. Nous sommes en train de vouloir accréditer une deuxième institution et je crois que nous avons eu des séances d'échange avec les gens de l'équipe du Fonds vert. Nous pensons que l'idéal pour nous serait au moins d'accréditer une ou deux pour que très rapidement nous puissions avoir des structures qui sont pérennes, qui doivent être pérennes et qui disposent de capacités assez satisfaisantes pour que nous puissions soumettre des projets. Je voudrais simplement vous dire, l'idée c'est que aujourd'hui quand vous prenez nos institutions, très rarement l'institution gère par exemple 2 milliards. Or le minimum que le fonds vert donne, c'est 10 millions de dollars. C'est des milliards. 5,3 milliards. 5, quelques milliards. Donc on ne peut pas, du moment où vous n'avez jamais utilisé 1000 francs, et qu'on doit vous donner 1 million, madame, je crois que vous allez perdre la tête. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est en train de vouloir renforcer la capacité de ces structures-là pour voir dans quelle mesure, si on peut débloquer des milliards, seront-elles en mesure de bien gérer. Je crois que c'est ça toute la problématique et nous sommes là-dedans, quand bien même c'est certes difficile. Nous nous sommes engagés aussi comme le Mali avec 2 institutions et nous pensons que le processus est certes complexe, mais nous y arriverons. D'accord. Monsieur Togola, vous voulez ajouter quelque chose à ces 2 commentaires tout de suite? Non, je trouve que c'est très bien. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il faut se dire, c'est un panier commun. Hein, c'est un panier commun, le fonds. Donc, l'Afrique est avec ses projets et les besoins sont là. Donc, les instruments sont très clairs. Et je pense que c'est très encourageant, pour moi qui ne suis pas du secteur public, mais dans la société civile et pour la société civile et les secteurs privés, de voir que les autorités de différents pays sont en train de mettre tout en œuvre pour que vraiment leurs pays respectifs, et surtout le continent africain, puissent bénéficier vraiment des retombées de ces fonds. Parce que les besoins sont là.
Et donc, et le fonds aussi est très déterminé. C'est-à-dire, on voit il y a beaucoup des employés de ces fonds sont du continent africain, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Donc, nous avons des interlocuteurs dans les fonds. Et je pense que c'est une grande opportunité pour le continent et pour pouvoir mobiliser des ressources à ce niveau. D'accord. Alors, M. Koulibaly, vous avez parlé du Fonds climat au Mali. Et vous étiez en train de nous exposer un peu maintenant où en sommes-nous avec ce fonds-là, concrètement. Concrètement, ce fonds est déjà opérationnel. La preuve en est qu'ils ont déjà financé en premier temps au moins 4 projets. Et en deuxième phase encore, ils ont financé encore 4 autres projets qui sont déjà en train d'être mis en œuvre sur le terrain. Donc ça veut dire que, mais il faut comprendre que ce fonds est souvent confronté à des difficultés de financement. Aujourd'hui, le fonds est supporté par des amis du Mali. Mais nous sommes en train de travailler avec eux pour que le fonds soit vraiment suffisamment costaud pour qu'il puisse répondre aux besoins de nos populations. Qui connaît un pays comme le Mali, les besoins c'est énorme. Mais le fonds suit son chemin et il est en train d'évoluer petit à petit. D'accord. Alors, M. Togola, qu'avez-vous à dire par rapport à l'impact de ce fonds climat Mali? Je pense que c'est une grande innovation. C'est une très grande innovation. Et c'était difficile à croire de mettre en place. C'est en place. Je pense qu'il est très important aujourd'hui, peut-être ce que moi j'allais dire à ce niveau-là, qu'on essaye de pérenniser ces fonds. Parce que c'est un instrument important pour les pays. Et les changements climatiques sont là. C'est de voir peut-être aussi de la part de nous Maliens d'être un peu plus audacieux pour mobiliser, mettre les taxes en place, les taxes intelligentes. Je pense que la Sénat l'a dit dans son intervention, mais souvent au Mali, personne ne veut payer. Alors que le développement, il faut payer pour le développement. Nous nous plaignons toujours. J'ai vu les émissions sur les questions des ordures, on a les questions sur la pollution. Au Sénégal aujourd'hui, c'est très clair. Quand tu amènes une voiture d'un certain âge au Ghana, tu payes parce que la voiture elle est vieille. Et donc, comme la voiture elle est vieille, donc elle va polluer beaucoup plus. Donc, tu dois mettre les taxes. Bon. Mais pour aussi nous, les citoyens qui payons les taxes, nous voulons aussi savoir où partent les taxes. Parce que si tous les taxes aussi vont dans un budget qui est géré par l'État, parce que l'État aussi a plusieurs urgences, tous les États du monde. Donc maintenant, est-ce que l'urgence sera que ces fonds vont aller, ces taxes-là collectées, vont aller maintenant donc redistribuer pour que ça puisse atteindre le pêcheur qui est donc à Iwaru, bien donc la dame qui sèche ses oignons à Bajangara, ou le peul de Massina, ou le cotonculteur de Fiankolo-Ganadougou. Donc, il faudra aussi qu'on soit sûr que quelle est la redistribution des taxes. Parce que c'est important. On dit, bon, il faut ajouter les taxes, le pollueur-payeur. C'est un grand débat. Même en Europe, c'est le débat aujourd'hui. Comment on va s'y rassurer? Si nous mettons les taxes, est-ce que ces taxes-là vont arriver au fond climat Mali? Je pense que c'est un travail à faire que l'AEDD seul ne peut pas faire, que l'AEDD a besoin de l'appui de la société civile, mais aussi que les autres, parce que c'est le gouvernement qui a créé l'AEDD, qui a créé ces fonds, maintenant qu'on soit, l'information puisse être donnée, mais c'est indispensable. Il faudra créer des mécanismes pérennes au niveau national, et les autres pays qui viennent nous aider ne viennent pas nous aider avec autre argent que les taxes qu'ils arrivent à collecter chez eux. Donc, et nous aussi, nous devons aller au-delà, parce que ces pays qui nous aident ont aussi des difficultés, mais qu'on ne peut pas continuer, c'est-à-dire à financer des développements. Certains le disent ouvertement, et maintenant, c'est à nous vraiment de mettre en place des mécanismes. Il y a beaucoup de réflexions. J'ai participé à des ateliers au niveau national sur comment mettre les taxes en place. Autant aussi, on doit mettre des réflexions à l'intérieur, au sein de l'État, comment redistribuer les taxes pour que l'environnement soit pris comme une priorité. Le fleuve Niger est là. C'est tout le monde regarde quand on est sur le pont, c'est-à-dire on voit les eaux du fleuve Niger depuis le mois de janvier maintenant. Quand tu es sur le 3e pont, tu te poses la question même où est-ce que l'eau passe, ou bien est-ce que le fleuve même est coupé déjà. Et le seul moyen de
préserver et de protéger ce fleuve qui nous a vu naître, qui est vraiment la colonne, l'épine dorsale, c'est-à-dire de notre pays. Toute l'histoire du Mali, c'est autour de ces deux grands fleuves et qu'on est en train de voir dans l'état où il est. Pour le sauver, il faut payer. Et la première ressource doit venir du Mali, des Maliens, et c'est à travers des taxes. Mais on doit se rassurer que ces taxes vont aller pour la sauvegarde du fleuve Niger et comme autres problèmes environnementaux. Alors, Monsieur Julien, quel est votre point de vue concernant le Fonds Climat Mali? Vous savez, on est toujours dans c'est la même dynamique. Hein. C'est un peu partout. Hein. C'est la même philosophie. Nous, au Tchad, on a la même institution qui s'appelle le Fonds spécial en faveur de l'environnement, qui est créé pour ça et dont le fonctionnement, c'est sur les taxes des véhicules, est créé en 2013. Aujourd'hui, ça fait presque quelques années que nous sommes en train de faire chemin. Et je crois que c'est peut-être dans la méthodologie à millimètre près quelques différences parce que nous tenons compte de la thématique de Rio, changement climatique, biodiversité, lutte contre la désertification. Nous avons introduit une troisième thématique qui est les pollutions. Et donc, l'institution lance des avis d'offres, des promoteurs postulent. Et chez nous, c'est beaucoup plus de micro-projets. Parce que l'idée, c'est que nous nous sommes dit qu'il fallait toucher au moins toute la couche. Il ne faut pas faire de projets gigantesques, mais il faut permettre à nos associations, la société civile, les privés qui se décarcassent. Il faut aussi profiter pour les appuyer avec de telles initiatives. Et donc, l'avis, tout le monde postule, des associations, des groupements à hauteur environ de 25 millions. C'est suffisant pour faire des activités en termes de restauration, en termes de protection de l'environnement. Et donc, c'est dans ce souci-là que nous évoluons. Et nous avons trouvé aujourd'hui qu'il est utile, avec l'opportunité qu'il y a dans le cadre du Fonds vert, de faciliter très rapidement l'accréditation de l'institution. Et quand je parlais de des institutions, la première, c'est celle-là que nous sommes en train de suivre. D'accord. Alors, M. Koulibaly, comme M. Togola l'a mentionné, la décrue du fleuve Niger, quelle est la situation environnementale du Mali ou sinon l'Afrique? La situation environnementale du Mali aujourd'hui, je pense que c'est... On peut vraiment... Le fleuve Niger, c'est une préoccupation majeure. Pas seulement les questions de décrue. Au niveau du fleuve Niger, nous avons énormément de pollution. Et qui connaît l'utilisation qui est faite du fleuve Niger doit s'inquiéter aujourd'hui même du devenir même du pays. Si le fleuve Niger est pollué, c'est des problèmes liés, c'est des problèmes de santé qui sont à prévenir. Si le fleuve Niger est pollué, c'est l'agriculture qui est menacée. Si la disponibilité de l'eau même n'est pas là, c'est pratiquement la survie du pays qui est menacée. À cela, on peut ajouter les questions de désertification au niveau du Mali. La désertification, c'est un problème très, très majeur. Aujourd'hui, on commence à voir le sable arriver jusqu'au niveau de Ségou. Ça, c'est quelque chose. Et quand le sable est là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace pour faire de l'agriculture. Et notre économie s'est basée principalement sur l'agriculture. Il y a les questions de vent fort. Aujourd'hui, si vous regardez les régions du Nord, ils sont souvent confrontés à ces problèmes-là. Ça met en péril même l'existence des populations qui vivent dans ces domaines-là. Et je pense que dans la majorité des pays, aujourd'hui, si vous regardez la bande sahélo-saharienne, les questions de désertification, c'est devenu un problème crucial. C'est pour ça que les chefs d'État sont venus avec l'initiative de mettre la Grande Muraille en vert. L'objectif principal, c'est de stopper l'avancée du désert. Parce que si on ne stoppe pas ça, c'est la survie de nos pays au bord du Sahara qui est menacée. Vous allez du côté des pays côtiers. Là-bas, ce sont des questions de l'augmentation du niveau de la mer. On commence à avoir l'érosion des côtes qui est très, très avancée. Ou bien dans les régions du lac, pratiquement la majorité des grands lacs commencent à disparaître en Afrique. Donc, ce n'est pas seulement que des questions liées au changement climatique, mais de l'environnement même qui est vraiment en danger. C'est pour ça qu'il est important qu'on continue ces sortes d'émissions pour sensibiliser davantage nos populations qui sachent que l'environnement, c'est pour nous. L'environnement, c'est notre vie. Si on ne protège pas, si notre environnement est pollué, si notre environnement est mis en danger, c'est notre existence même qu'on est en train de mettre en danger. D'accord. Oui. Voilà, c'est-à-dire, M. Koulibaly, j'allais dire, l'environnement, l'écosystème, c'est le cercle vertueux de la pauvreté.
qu'il faut tout faire pour éviter. Les populations vivent des ressources naturelles. Quand les populations ont des difficultés, on se retourne contre ces ressources naturelles de manière abusive, incontrôlée. On détruit ces ressources naturelles alors que l'économie dépend de ces ressources naturelles. Donc, comme on l'a dit, la branche qui te maintient, si tu es 6-7 branches, tu n'as pas d'autre choix, tu tombes. Et quand tu tombes, si tu n'as pas d'autres branches pour monter, tu restes en bas. Donc, le défi aujourd'hui avec la pollution du fleuve Niger, on voit la prolifération de certaines activités qu'on n'avait jamais connues dans notre pays, mais qui sont là, qui sont en train de s'installer. C'est par exemple les dragages, les questions des dragages, la recherche de l'or dans les fleuves. On voyait ça dans les films, mais maintenant c'est des centaines de machines qui sont dans les fleuves Niger tout au long, c'est-à-dire des Kabbalah c'est-à-dire tout en allant vers la Guinée. Mais quand on fait les dragages, on fait monter les sables, c'est-à-dire un lit du fleuve qui a fait des milliers d'années, des millions d'années pour s'entasser, on descend avec des compresseurs, on les crève, on soulève. Donc c'est comme si on fait des blessures partout. Et après, ça c'est un côté, donc le fleuve est blessé sévèrement. Et de l'autre côté, on traite cette boue qu'on prend avec du mercure et des cyanures directement dans le fleuve. Donc les poissons et tout l'écosystème est affecté, donc ça devient un problème très sérieux. Donc effectivement, il y a les changements climatiques qui sont là, la pluviométrie et autres, mais avec le peu qu'on a aussi, on a des comportements, c'est-à-dire avec des métaux lourds et autres, qu'on est en train aussi d'aggraver. Et tout ça, c'est pour cela que j'ai dit, il y a un problème de mal-développement qui est très profond et qu'il faudra vraiment toucher. Et c'est pour cela que ça a besoin de concertation. L'effort qu'ils sont en train de faire actuellement, en trouvant, c'est-à-dire les projets prioritaires, c'est ça l'enjeu. Comment concilier les développements et vraiment les questions de résilience au changement climatique. Nous allons en venir aux mesures. Monsieur Julien, en termes de situation environnementale, quelle est votre analyse par rapport à cela? Bon, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je dirais que l'un des problèmes ou bien le plus grand défi auquel l'humanité fait face aujourd'hui en termes de problèmes environnementaux, c'est le changement climatique. Et vous savez, le changement climatique, que vous soyez femme, madame ou homme, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez vieux ou adulte, je pense que tous nous subissons donc ces changements climatiques. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez, que ce soit tous les acteurs perçoivent les changements climatiques. Vous prenez un agriculteur aujourd'hui et dit que les récoltes ont baissé. Vous prenez un citoyen lambda aujourd'hui et il vous dira que la température est très élevée. Vous prenez aujourd'hui un pêcheur et il vous dira qu'il y a rareté de poissons. Donc, bref, cet élément-là, il est extrêmement important, d'où l'idée aujourd'hui, changement climatique. Mais en dehors de ça, nous avons des problèmes environnementaux, comme il l'a dit, pour le Sahel, la désertification, extrêmement important. Le pays est en proie carrément à la désertification. Nous, je vous veux donner le cas le plus frappant. Aujourd'hui, vous prenez le lac Tchad, qui jadis en 1960 avait une superficie de 25 000 km². Et aujourd'hui, on a 2500. Je crois que toute la problématique, elle est là. Même si c'est le changement climatique, un des éléments clés, c'est la désertification. Okay. Je pense que le troisième problème important qu'il faut souligner en termes de problèmes environnementaux, c'est véritablement la pollution. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nous avons toute une migration des gens qui viennent en ville et qui doivent chercher à s'adapter avec des règles d'hygiène, avec beaucoup des éléments contraignants, et du coup, ce n'est pas facile. D'accord. Et en termes de solutions, quelles sont les perspectives en vue? Tout à fait, je vais y arriver là, madame, c'est vrai, vous avez... Malheureusement, le temps nous fait défaut, malheureusement. Vous savez, l'occasion fait le larron, il faut profiter pour donner au moins de bonnes informations à nos citoyens. Donc, moi, je disais, je suis tenté de dire, hein, vous allez m'excuser, mais c'est important, ça c'est peut-être une interpellation. Il n'y a pas longtemps, nous sommes descendus de l'aéroport, mais le visage que j'ai vu en termes de déchets plastiques n'augure pas une belle ville de la ville.
Chez nous, c'était encore plus pire. Mais le maire a pris une mesure drastique. C'était difficile parce on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord et je pense que si véritablement on connaît les méfaits des déchets plastiques, on n'oserait pas un tel instant laisser avec ses effets corollaires de conséquences que cela peut dégager. Je pense que j'ai mon ami Koulibaly qui est là. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est avec ça que les citoyens lambda utilisent. Quand vous voulez prendre des mesures, ça devient difficile. Mais il faut passer à la vitesse supérieure parce que c'est extrêmement important. Madame, en termes de solutions, oui. Je crois que les solutions, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Si tous 54 pays se sont réunis aujourd'hui à Bamako, c'est pour trouver une solution à tout ce problème que nous venons d'énumérer. Je l'ai dit, l'un des grands défis, c'est le changement climatique. Oui. Et donc, pour ce faire, comment? Je pense que l'idée aujourd'hui de tout ce monde que vous voyez, c'est d'élaborer des projets de haute qualité qui répondent à ces changements climatiques et pour permettre, surtout à nos communautés qui font face à ces effets de changement climatique, progressivement, de se libérer de cette situation-là. Non seulement le changement climatique de façon générale, le projet doit prendre en compte un des éléments importants, comme nous l'avons dit, en termes d'atténuation. Il faut voir très rapidement mettre en œuvre des énergies renouvelables pour permettre aujourd'hui à un citoyen lambda quand même de dire, bon, mais écoutez, même s'il n'y a rien, nous avons quand même des conditions décentes. Donc, la rencontre de Bamako, effectivement, c'est pour catalyser tous les acteurs à monter très rapidement des projets bancables pour faire face aux effets du changement climatique. D'accord. Merci, Monsieur Julien. Juste en 30 secondes, malheureusement, le temps nous fait défaut en termes de solutions par rapport à cette situation. Je vais aborder un peu dans le même sens que mon collègue. Au-delà de faire des projets, je pense que nous avons besoin de réfléchir vraiment au niveau national sur les réformes nécessaires à faire. Parce que les projets, ça vient, mais il faut commencer à institutionnaliser nos interventions. Il faut beaucoup travailler sur les institutions pour qu'on puisse prendre à bras le corps ces questions liées à l'environnement, ces questions des changements climatiques. D'accord. Merci, M. Koulibaly. M. Togola, juste en 20 secondes, malheureusement. Oui, donc la chose, je dirais d'abord l'éducation. Former, l'information et l'éducation, très important. Créer des synergies. Ces questions de changement climatique ne sont pas une question du gouvernement, de ONG ou du secteur privé. C'est de créer des synergies et vraiment autour des projets bien structurants et autour aussi des investissements qui ont des impacts importants au niveau national. D'accord. Merci, M. Togola. Et cela met fin à ce débat sur l'environnement. Merci à nos invités, M. Lassine Koulibaly, représentant de l'Agence de l'environnement et du développement durable, Dr Ibrahim Togola, président du réseau Climat Mali et de Malifox Center, M. Koularambaye Kouja Julien, point focal tchadien du Fonds vert climat. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en nom de Salim Diouara. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.